Salut, aujourd'hui on va parler du champ magnétique terrestre. Depuis quelques siècles, il s'affaiblit de plus en plus et du coup on va se demander si on ne serait pas à l'aube d'une inversion. Et dans ce cas-là, on va aussi voir quelles conséquences ça pourrait avoir sur nous. Ce sont les Grecs avec Thalès qui mentionnent pour la première fois que des pierres de magnésie pouvaient attirer de petits objets en fer. Ensuite, les premières boussoles sont construites par les Chinois au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais c'est seulement au XIIe siècle qu'elles commencent à être utilisées pour la navigation. Pour les fabriquer, on frottait des aiguilles en fer sur de la magnétite, donc la pierre que Thalès avait étudiée, et on fixait cette aiguille sur un support avec le moins de frottement possible pour qu'elle puisse tourner facilement et s'aligner avec le champ magnétique terrestre. Alors pour comprendre ce que c'est que le champ magnétique, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un champ de vecteur. Un champ de vecteur qu'on utilise très souvent, c'est le champ de vitesse. Par exemple, la vitesse du vent en chaque point à la surface de la Terre. Pour ça, on utilise un vecteur, c'est-à-dire une flèche. La direction de la vitesse est donnée par la direction de la flèche, et la valeur de la vitesse, par exemple en km/h, elle est donnée par la taille de la flèche. On voit par exemple qu'au moment où cette carte a été dessinée, il y avait beaucoup de vent dans le nord de la Corse et très peu de vent au niveau de Monaco. Ici, on représente le champ de vitesse sur les océans, et on voit qu'en mettant les flèches bout à bout, on obtient des lignes, on appelle ça des lignes de champ. Ce sont des courbes qui sont toujours alignées avec les vecteurs. Et bien pour le champ magnétique, c'est pareil. On peut tracer la flèche associée au champ magnétique à la surface de la Terre. Par exemple, si vous mettez plein de boussoles autour d'un aimant, chaque boussole va s'aligner avec le champ magnétique de l'endroit où vous l'avez posé. L'aimant possède un pôle nord et un pôle sud. Comme il y a deux pôles, on appelle ça un dipôle magnétique. Et bien les boussoles, ce sont aussi des dipôles magnétiques, elles ont un pôle nord et un pôle sud. Ici, à chaque fois, le pôle nord de l'aiguille est représenté en rouge. Et ce que vous voyez, c'est que les pôles nord des aiguilles ont tendance à pointer vers le pôle sud de l'aimant. Et à l'inverse, les pôles sud des aiguilles ont tendance à pointer vers le pôle nord de l'aimant. On avait vu que pour les charges électriques, les moins attiraient les plus, et bien en magnétisme, les pôles sud attirent les pôles nord. Pour visualiser les lignes de champ des aimants placés sur une table, au lieu d'utiliser des boussoles avec de grosses aiguilles, on peut utiliser plein de petites aiguilles en fer. On appelle ça de la limaille de fer, c'est une sorte de poudre. On la projette sur la table et voilà ce qu'on obtient. On perd l'indication nord-sud, on ne sait pas dans quel sens pointent les flèches, mais on a un bien meilleur détail des lignes de champ magnétiques. Quand on fabrique une boussole, on rajoute du poids du côté sud de l'aiguille. Par exemple, pour les premières boussoles, on rajoutait de la cire sur la partie sud. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Là, depuis le début, je vous montre des cartes de vitesse, des lignes de champ magnétique, mais tout ça, c'est à deux dimensions. Or, la flèche d'un vecteur peut prendre n'importe quelle direction dans l'espace, donc il faut prendre en compte les trois dimensions. Et si on mesure le champ magnétique à la surface de la Terre, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que pour les hautes latitudes, le champ magnétique a tendance à pointer vers le sol. D'ailleurs, on a créé des dispositifs qui laissent l'aiguille pointer vers le bas, et en faisant ça, on obtient des angles d'inclinaison qui peuvent être très importants. Et donc nous, si on veut seulement la composante horizontale qui pointe vers le pôle nord, eh bien, il faut rééquilibrer l'aiguille en mettant plus de poids sur la partie sud pour que l'aiguille reste bien horizontale. On le voit ici, dans l'hémisphère nord, le champ magnétique a tendance à pointer vers le sol. Mais dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, il pointe vers le ciel. Et donc votre boussole qui a été fabriquée pour l'hémisphère nord, elle va être complètement déséquilibrée si vous l'utilisez dans l'hémisphère sud. On le voit sur le globe, il y a un point où le champ pointe de manière parfaitement verticale vers le bas. On va appeler ça le pôle nord magnétique. Et il y a un autre point où l'aiguille pointe parfaitement vers le haut, on appelle ça le pôle sud magnétique. Et comme vous le savez, le pôle nord magnétique n'est pas exactement au même endroit que le pôle nord géographique. Le pôle nord géographique, il est donné par l'axe de rotation de la Terre, et le pôle nord magnétique, il est donné par le champ magnétique. A priori, il n'y a pas de raison que ces deux définitions coïncident. Le pôle nord magnétique serait exactement au même endroit que le pôle nord géographique, si la Terre était un énorme aimant qui tournait sur son axe. Mais on va le voir, la Terre, c'est pas un aimant. Il va falloir trouver un autre mécanisme qui explique l'origine du champ magnétique. Voilà à quoi ressemblent les lignes de champ magnétique autour de la Terre. On le sait grâce aux mesures des satellites et aussi parce qu'on peut prolonger les lignes de champ à travers l'atmosphère
parce que c'est un milieu qui est plutôt isolant. Et il y a un autre milieu qui est isolant, c'est le manteau terrestre. Et ça va nous permettre de prolonger les lignes de champ, cette fois-ci vers le bas, jusqu'au noyau pour savoir ce qui se passe en profondeur. Grâce aux ondes sismiques, on a pu déterminer la structure interne de la Terre. Au centre, un noyau solide de fer et de nickel, qu'on appelle la graine. Autour, un noyau externe qui est lui aussi formé de fer et de nickel, mais cette fois sous forme liquide. Ensuite, le manteau, formé de roches, et à la surface, la croûte terrestre. On trouve des matériaux magnétiques dans la croûte terrestre, par exemple la magnétite qui a servi à fabriquer les premières boussoles, mais à mesure qu'on descend au centre de la Terre, les matériaux perdent leur aimantation. Ça vient de l'augmentation de la température, et ça a été étudié par un certain Pierre Curie. Il a montré que les matériaux perdent leur aimantation au-delà d'une certaine température, qu'on appelle aujourd'hui la température de Curie. Au niveau microscopique, chaque atome se comporte comme une petite aiguille qui peut s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Ce champ magnétique extérieur, on a deux manières de le produire, soit avec un aimant, soit avec une boucle parcourue par un courant électrique. Dans les deux cas, on peut produire un champ magnétique avec des lignes de champ parallèles. Pour l'aimant en U, il faut se placer dans un endroit précis qu'on appelle l'entrefer. Et pour la boucle de courant, le plus pratique, c'est d'enrouler le fil plusieurs fois pour fabriquer une bobine. Donc on crée un champ magnétique extérieur, ici on le représente avec le vecteur bleu, et on l'a dit, les atomes se comportent comme de petites aiguilles. On utilise aussi un vecteur pour décrire ça, on l'appelle le moment magnétique, et on le représente avec des petites flèches rouges. Donc chaque petite flèche, c'est le moment magnétique d'un atome. Pour certains matériaux, comme le fer, quand on applique un champ magnétique extérieur, les petites flèches vont toutes s'aligner dans la direction du champ. Et c'est ça qui va créer l'aimantation du fer et produire la force qui attire le fer vers l'aimant. Donc si vous arrivez à coller un magnète sur le frigo, c'est parce que tous les moments magnétiques sont alignés dans la même direction. Dans certaines conditions, si on retire le champ magnétique extérieur, les petites flèches rouges vont rester alignées. Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on a aimanté le morceau de fer, et donc maintenant, lui aussi, il va pouvoir produire un champ magnétique. Et c'est ce genre de matériau aimanté qu'on retrouve dans la croûte terrestre. Donc au début, on s'est dit, peut-être que le champ magnétique terrestre vient de là. Malheureusement, le champ de ces matériaux aimantés est beaucoup trop faible pour expliquer le champ magnétique mesuré à la surface. Pour mesurer l'intensité du champ, on utilise comme unité le Tesla, en hommage à Nikola Tesla. On fera un épisode sur lui, promis. Et le champ qu'on mesure à la surface de la Terre, il est de 40 microtesla, donc 40 millionièmes de Tesla. Déjà en soi c'est assez faible, mais si on mesure le champ créé par les roches magnétiques, on trouve 0,010 microtesla. C'est 4000 fois trop faible. Donc pour trouver la source du champ magnétique terrestre, il va falloir chercher autre chose. On pourrait se dire, ok, il y a quelques matériaux aimantés à la surface de la Terre, mais il y en a sûrement beaucoup plus en profondeur. La croûte terrestre, pour rappel, c'est quelques kilomètres d'épaisseur seulement. Sauf que, comme l'a montré Pierre Curie, les matériaux aimantés, avec toutes les petites flèches dans le même sens, perdent leur aimantation à haute température, typiquement au-dessus de 600 degrés. Au niveau microscopique, l'agitation thermique va faire bouger les moments magnétiques dans tous les sens. Donc quand on descend en profondeur, il fait plus chaud, donc on perd l'alignement des petites flèches, des moments magnétiques, et donc on perd l'aimantation. Donc ce qui crée le champ magnétique terrestre, ce ne sont pas les matériaux aimantés. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? On en a un peu parlé, pour créer un champ, vous pouvez utiliser un gros aimant, mais vous pouvez aussi utiliser des boucles de courant électrique. Et c'est effectivement vers ce deuxième phénomène qu'il faut se tourner pour comprendre l'origine du champ. On a vu que la croûte terrestre contenait des matériaux aimantés, mais que ça suffisait pas à expliquer l'intensité et la forme du champ magnétique mesuré. Ce qu'il nous faut donc, c'est un mécanisme qui crée des boucles de courant. La graine et le manteau sont à l'état solide, donc c'est plutôt du côté du noyau externe qu'il va falloir regarder. Ce noyau externe, il est constitué de fer et de nickel à l'état liquide. C'est un milieu qui conduit l'électricité, et donc si on trouve un mécanisme qui crée des mouvements de convection, c'est gagné. On aura des boucles de courant électrique et donc création d'un champ magnétique. Pour l'origine des mouvements, on a deux hypothèses. La première repose sur le fait que plus on va en profondeur et plus il fait chaud. Le liquide au contact de la graine est donc très chaud. On l'a vu, l'agitation thermique va faire bouger les atomes à grande vitesse
et ça va dilater le liquide. Il va devenir moins dense et donc il va avoir tendance à remonter vers la surface. C'est le même phénomène qui crée des mouvements de convection dans les casseroles. L'eau est chauffée au fond de la casserole, du coup elle est moins dense, elle va remonter, et pendant ce temps, l'eau froide au-dessus va redescendre, et tout ça, ça va créer des mouvements de convection. Dans le noyau externe, c'est pareil. Le liquide est chauffé par le dessous, et en remontant, il va créer des courants de convection. En plus de ça, il y a un deuxième mécanisme qui entraîne de la convection et qui est relié aux impuretés dans le noyau. Effectivement, le noyau ne contient pas seulement du fer et du nickel, il contient aussi des éléments plus légers comme le carbone et le soufre. Quand le liquide se solidifie au contact de la graine, seuls le fer et le nickel vont passer à l'état solide. Les impuretés, elles restent dans le liquide. Et comme ces impuretés sont plus légères, ça va rendre le liquide moins dense, et donc comme tout à l'heure, il va remonter à la surface en créant des boucles. Et enfin, le point central du raisonnement, c'est que quand un milieu conducteur d'électricité est en mouvement dans un champ magnétique, ça va créer des courants électriques. Et on l'a vu, le courant électrique va pouvoir générer à son tour un champ magnétique. Ça, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps en électromagnétisme. Un champ magnétique peut créer du courant électrique, et réciproquement, du courant électrique va générer un champ magnétique. Et si le milieu est suffisamment conducteur, il suffit d'un tout petit courant électrique initial pour enclencher la boucle. Le petit courant va créer un petit champ magnétique qui va amplifier le courant. Ce courant plus fort va créer un champ magnétique plus fort qui va encore plus amplifier le courant, etc., etc. On appelle ça une boucle de rétroaction positive. C'est un peu comme l'effet Larsen quand un micro est trop proche du haut-parleur. Un son très faible va être capté par le micro, il va être amplifié, émis par le haut-parleur, recapté par le micro, réamplifié, etc., etc. Et donc à chaque étape de la boucle, on a une amplification et à la fin, on obtient un son strident. Dans le noyau externe, on a une boucle du même genre. À la base, ça vient du mouvement mécanique, et quand on a un mouvement mécanique qui crée un courant électrique, on appelle ça l'effet dynamo. Ok, maintenant qu'on a compris d'où venait le champ magnétique, on va pouvoir expliquer ces différentes variations. On a donc un système de dynamo qui convertit le mouvement mécanique en un champ magnétique. Ce mouvement il est influencé par la rotation de la Terre sur elle-même, notamment à cause des forces de Coriolis. Vous savez, ce sont les forces qui font tourner les cyclones dans un sens ou dans l'autre, suivant si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Et bien ces forces de Coriolis vont créer des mouvements en spirale dans le noyau. Ces spirales vont entraîner avec elles les lignes de champ, et créer un champ magnétique global plus ou moins aligné avec l'axe de rotation de la Terre. En ce moment, l'angle entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique est de 11 degrés. Mais ce n'est pas une valeur fixe. Le pôle nord magnétique change de place régulièrement à cause des courants de convection dans le noyau qui ont tendance à fluctuer. Sur cette carte, on voit le pôle nord géographique, lui il bouge pas, et on voit que le pôle nord magnétique était au niveau du Canada en 1900, et que là, il est en train de se déplacer vers la Russie. On voit d'ailleurs qu'il accélère. En 20 ans, il a parcouru quasiment autant de distance que pendant tout le XXe siècle. Pendant ce temps, le pôle sud magnétique n'a pas bougé. Vous voyez, c'est pas symétrique comme situation. Donc le pôle change de place, mais c'est pas tout. Si on regarde l'intensité du champ, on voit qu'elle ne fait que diminuer depuis 3 siècles. Et d'ailleurs, ces dernières années, la diminution s'est mise à accélérer. Le champ ne baisse pas de manière uniforme sur toute la surface du globe. Par exemple, il y a une zone qu'on appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est plus faible qu'ailleurs. Et bien cette zone, elle est en train de s'étendre, et le minimum du champ dans la zone, il est en train de descendre encore plus vite que la moyenne. Alors est-ce qu'on va vers une inversion des pôles? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est déjà arrivé? Eh bien oui, c'est déjà arrivé un très grand nombre de fois, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a pu établir la théorie de la tectonique des plaques. Quand le magma remonte à la surface au niveau des dorsales océaniques, il refroidit en dessous de la température de Curie et devient en partie magnétique. Il va alors se figer dans la direction du champ magnétique de l'époque où il a refroidi. Or, quand on sonde ces dorsales, voilà le genre de graphe qu'on récupère. On a une succession de bandes alignées avec le champ magnétique actuel et de bandes orientées dans le sens opposé. Intéressant, hein? Comme on voit la même chose à plusieurs endroits sur Terre, y compris en analysant les carottes de forage au niveau des sédiments,
on conclut que le champ magnétique s'est inversé plusieurs fois dans le passé. C'est Bernard Brunès qui a montré ça en premier en étudiant une coulée de basalte dans le Cantal. Et effectivement, ça a permis de valider la théorie de la tectonique des plaques. Ici, on représente les inversions en mettant en ordonnée l'époque en millions d'années. Tout en haut, c'est l'époque actuelle, et tout en bas, c'est l'état du champ magnétique il y a 5 millions d'années. En noir, on a représenté les périodes de champ magnétique normal, c'est-à-dire dans le même sens que maintenant, et en blanc, on a les périodes de champ magnétique inversé. Et donc, vous voyez que ça s'inverse assez souvent. Sur les 200 derniers millions d'années, on compte environ 300 inversions. Et comme la dernière remonte à 780 000 ans, on a envie de dire qu'on est un peu en retard et que ça devrait pas trop tarder. Sauf que le processus a l'air aléatoire, donc regardez depuis combien de temps le champ ne s'est pas inversé, ça n'a pas vraiment de sens a priori. C'est un peu comme au casino, même si ça fait 10 fois d'affilée que ça tombe sur le noir, ça augmente pas les chances de tomber sur le rouge juste après. Le tirage est aléatoire et ne garde pas en mémoire ce qui s'est passé juste avant. Et de ce qu'on en sait, le champ magnétique ne garde pas en mémoire ce qui s'est passé il y a des milliers, des millions d'années. D'ailleurs, si on dézoome sur le graphe, on voit qu'il y a une très longue période pendant le Crétacé, pendant laquelle le champ ne s'est pas inversé. Mais comme on l'a vu, ces derniers temps, le champ baisse en intensité, et on aimerait bien savoir si ça nous amènerait pas quand même vers une inversion. Plusieurs expériences ont été faites dans le monde pour essayer de comprendre le comportement du champ magnétique terrestre. Et il y en a une qui a donné des résultats très intéressants, c'est une expérience française qui s'appelle VKS. Dans cette expérience, on met du sodium liquide dans un cylindre de 60 cm de long. Et on fait tourner des disques de fer de chaque côté du tube et dans des sens opposés. Ce mouvement sert à créer des conditions qui ressemblent au mouvement de convection dans le noyau externe. On utilise le sodium liquide parce que c'est un très bon conducteur et donc c'est un très bon candidat pour faire apparaître spontanément la dynamo. Et effectivement, quand la vitesse de rotation est suffisante, voilà ce qu'on observe. Un champ magnétique apparaît spontanément dans le liquide. La courbe en rouge qui s'éloigne de 0, c'est une des composantes du champ, et donc on a un champ magnétique non nul. Donc ça déjà, ça montre que le modèle de la dynamo fonctionne bien. On a un champ magnétique qui apparaît tout seul, on n'a pas mis d'aimant, on n'a pas mis de bobine électrique. Le simple fait d'avoir du liquide conducteur en mouvement, comme dans le noyau, ça permet de faire apparaître un champ magnétique. Et encore plus frappant, quand les chercheurs ont fait tourner les disques à des vitesses différentes, voilà ce qu'ils ont observé. Le champ magnétique change de sens. Un coup il est en bas, un coup il est en haut, et a priori les inversions arrivent de manière aléatoire, exactement comme ce qu'on a observé pour le champ magnétique terrestre. Ce qu'on voit également, c'est que par moment le champ baisse beaucoup en intensité, mais au lieu de s'inverser, il va revenir sur ses pas dans le sens initial. On appelle ça une excursion, et c'est quelque chose qui arrive régulièrement sur Terre, et qui peut avoir des conséquences similaires à celles des inversions. Pour comprendre les conséquences d'une inversion des pôles, il faut se rappeler que le champ magnétique terrestre n'est pas un dipôle parfait. La Terre, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un simple aimant. Si le champ était celui d'un dipôle parfait, l'aiguille des boussoles pointerait toujours exactement en direction du pôle nord magnétique. Mais dans la réalité, il y a des perturbations, le champ magnétique local peut être un petit peu dévié. L'animation, là, ça vous montre les variations de l'angle de déclinaison des boussoles. Et comme on l'a vu, on observe des déplacements des pôles magnétiques, des baisses d'intensité, etc. Donc dans le champ magnétique mesuré à la surface, il y a le dipôle, et en plus de ça, toutes les perturbations. Et bien pendant une inversion du champ magnétique terrestre, le dipôle va disparaître et il ne va rester que les perturbations. C'est un peu comme pour une note de musique. Vous avez le fondamental, par exemple à 200 Hz, et les harmoniques à 400, 600, 800 Hz. Ces harmoniques, c'est ce qui permet de former le timbre. Pour une même note à 200 Hz, si vous la jouez avec une flûte ou avec une trompette, vous n'aurez pas le même timbre, et ça vient des harmoniques qui ont des amplitudes différentes. Et bien pour représenter le champ magnétique à la surface de la Terre, on utilise aussi des harmoniques. On appelle ça des harmoniques sphériques, et ça permet de décrire le champ avec des quadrillages de plus en plus fins. Donc en plus du dipôle, on a toutes les perturbations, toutes les harmoniques, donc par exemple un quadrupôle, un sextupôle, etc. L'équivalent du fondamental pour la note de musique, c'est le dipôle magnétique, et l'équivalent des harmoniques, ce sont les harmoniques sphériques, donc les perturbations. Et donc quand on a une inversion ou simplement une excursion, on passe par une phase où le dipôle s'annule. Il ne reste alors plus que les perturbations, le quadrupôle, le sextupôle,
qui ne représente que 10 à 20% du champ magnétique de base. Le champ va alors être très déformé avec des pôles nord et des pôles sud dans tous les sens. Et au bout de quelques milliers d'années, l'intensité augmente à nouveau, et soit le champ revient dans la direction initiale, donc il y a eu seulement une excursion, soit il part dans l'autre sens et on a une inversion du champ magnétique terrestre. Alors quelles conséquences ça peut avoir? Eh bien pendant la période où le champ diminue, la Terre est beaucoup moins protégée du vent solaire. Le Soleil nous envoie de la lumière, mais aussi un énorme flux de particules à haute énergie. Et il y a deux choses qui nous en protègent, c'est l'atmosphère et le champ magnétique. Et si pendant cette période-là, il y a une éruption solaire, on va recevoir un flux de particules très important et il risque d'y avoir des problèmes. Les GPS ne marcheront plus, les communications radio vont être très perturbées, il y aura d'énormes coupures de courant, tous les appareils électroniques risquent de dysfonctionner. Et concernant la vie sur Terre, on n'a pas trouvé de corrélation entre les inversions et les grandes extinctions d'espèces, mais avec un flux de particules aussi important, on peut s'attendre à une forte augmentation des cancers, des mutations, des troubles de la vision, des affaiblissements du système immunitaire, etc. En plus de ça, on pense que quand le champ va reprendre son intensité normale, il va y avoir des mouvements de convection très importants. Ça va entraîner une activité volcanique très intense avec d'énormes conséquences, par exemple un refroidissement climatique. Donc ce ne sera pas la fin du monde, mais on va douiller quand même. Je vous parlerai beaucoup plus en détail des éruptions solaires dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on enchaînera avec d'autres épisodes sur l'électromagnétisme, donc abonnez-vous si vous voulez pouvoir suivre tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me suivre sur Instagram. Allez, à bientôt!